un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la façon dont ça s'est déroulé, c'est que, en fait, il va y avoir une indication au moment de la garde à vue. À ce moment-là, je suis pas là. C'est au moment de la notification des droits, où il y a un commentaire qui va être fait à Rima Hassan, de ses déplacements. Parce qu'elle ne vient pas avec son téléphone, en considérant que, pour le coup, venir avec son téléphone, là, c'est venir avec un objet qui est au cœur de la question de l'inviolabilité, au cœur, de la question de l'immunité parlementaire. Et donc, les fonctionnaires font une remarque sur le fait de se dire, votre téléphone n'émet plus à proximité depuis tant de temps. Et donc déjà, en fait, ça l'aiguille parce que, à ce stade, on avait aucune forme d'indication. Et donc, en fait, Alors, attends, Vincent, j'essaie d'expliquer. Si j'ai bien compris, quand Rima Hassan se rend au commissariat, elle a laissé son téléphone à un collaborateur et les policiers lui disent, c'est marrant parce que votre téléphone, il matche pas, quoi. C'est ça? C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on lui dit. Exactement ça. C'est-à-dire que Exactement c'est en direct. C'est-à-dire que les policiers savent en direct Exactement. ses déplacements. Et là, Exactement. on est dans quelque chose de complètement dingue. Exactement. Et là, on Et est si dans j'ai quelque chose de complètement dingue. et si j'ai bien compris, son collaborateur part à Bruxelles, hein, si ça doit être ça, et donc le téléphone borne ailleurs, c'est ça, ou à Gare, Alors, enfin, Gare du Nord. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Mais il borne avec lui, et voilà. Et donc eux, pour qu'on soit bien clair, eux, ils sont dans le commissariat et ils savent et précisément où est le téléphone d'une opposante politique, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Et donc, ils connaissent ses faits et gestes, en tout cas ses déplacements. Allô? Allô, Vincent? Et là, Vincent ne m'entend plus. Que se passe-t-il? Ça avait coupé. Ça avait coupé. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui a branché quelque chose là. Merde, à l'ancienne. Alors là, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça. Non, enfin là, mais en fait, déjà, si tu veux, ça rejoint. Parce que simplement, si je dois terminer très rapidement sur la question que tu me posais tout à l'heure, les tensions. Parce que je pense que tout est quand même extrêmement important d'un point de vue chronologique. Je reviendrai pas sur le détail de la découverte de la substance, etc. Mais je dis simplement en fait que nous, à ce moment-là, on fait déjà des réserves sur les indications qui portent sur le procès-verbal en lien avec le fait qu'il s'agirait de stupéfiants. Et ils font le choix de ne pas le faire figurer. Et c'est ça déjà qui augmente les tensions. Et ensuite, sur le point de la géolocalisation, enfin, je vois pas en fait quelle est l'utilité déjà pour des enquêteurs d'indiquer que son téléphone, ils ont une interrogation sur l'endroit où se trouve son téléphone, si ce n'est un moment où l'audition n'a même pas débuté. C'est-à-dire que on est vraiment au stade où il y a uniquement la notification de droit, si ce n'est en fait la mettre sous pression. La mettre sous pression et l'interpeller. Et honnêtement, en fait, si je dois vous faire une confidence, moi, je me suis dit, quand j'ai reçu cette indication, que je me suis quand même posé la question, n'y a-t-il pas une part de bluff? N'y a-t-il pas une part de bluff? Et surtout, je me suis posé la question, de quelle surveillance sommes-nous en train de parler? Parce que moi, en fait, j'ai immédiatement pensé à la surveillance administrative. Parce que pourquoi est-ce que il y a aujourd'hui une réelle difficulté juridique? En fait, elle est double. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir en matière de flagrance des pouvoirs d'interpellation et des pouvoirs qui sont supplémentaires. Et par exemple, pour pouvoir, je veux dire, parce que c'est comme ça qu'ils vont se défendre, je pense. Ils vont dire, oui, mais par exemple, si on veut interpeller, on doit être en capacité d'avoir les informations pour interpeller, et autrement dit, éventuellement des indications en lien avec l'endroit où peut se trouver la personne. Sauf que, déjà, on a en fait dans les éléments une première exploitation du trafic détaillé qui intervient entre début janvier et le 28 mars. Alors là, point très important, Vincent, on est bien d'accord, puisque le chat me rattrape et il a raison. Ça, ce dont tu vas parler, c'est avant le tweet. Hein? Alors, en fait, il y a vraiment toute l'enquête de flagrance qui débute. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils demandent,
ils demandent auprès des opérateurs le trafic géolocalisé, détaillé, pour une période comprise entre début Janvier. janvier et mars. Donc, ce qui veut dire que c'est là où déjà en fait on est dans la disproportion parce que il n'y a rien juridiquement ni judiciairement qui justifie le fait de remonter sur une période aussi longue que janvier, alors même que la publication date de fin mars. Et en plus, on a, je veux dire, des indications par jour début janvier en fait qui retracent extrêmement précisément ces déplacements, les endroits et les endroits où elle se rend. Et en plus, on sait aujourd'hui que ce procès-verbal qui contient les indications en lien avec la géolocalisation n'est qu'un procès-verbal d'exploitation. Donc ça veut dire que eux ont une donnée brute qui est beaucoup plus considérable et qui peut être encore plus détaillée que les informations qu'on a. Alors, si j'ai bien suivi, les enquêteurs ont effectué des recherches en source ouverte pour établir son emploi du temps. Bon, ça c'est assez facile, c'est une personnalité politique. Mais ils ont aussi sollicité Air France pour savoir quand et où elle avait prévu de voyager dans les jours à venir. Ils ont effectué des recherches auprès de l'Agence nationale des données de voyage pour savoir où elle avait circulé depuis janvier. Ils ont réquisitionné les sociétés ferroviaires SNCF et Thalys pour obtenir l'intégralité de ces voyages effectués entre le 1er janvier et le 28 mars. Ils ont consulté un certain nombre de fichiers. Est-ce que tout cela est légal et courant? Pour une publication, c'est-à-dire que courant, on va dire que si on se place dans le cadre d'une enquête de flagrance et pour des faits d'apologie du terrorisme, si en fait il peut y avoir des doutes d'un point de vue de la sécurité, s'il peut y avoir des doutes du point de vue de l'identité, de l'endroit où se trouve la personne, on peut penser que c'est possible. Mais là, on parle en fait d'une eurodéputée dont l'emploi du temps est public, qui s'est déjà présenté aux différentes auditions libres. Donc en pratique, il n'y a rien qui justifie le fait de vouloir investiguer sur ses déplacements depuis le mois de janvier. Surtout qu'en plus, non seulement elle s'est présentée aux auditions libres, et en plus, elle a répondu systématiquement aux questions qui étaient posées, et le matin même, encore une fois, elle se présente. Donc il y a déjà en fait cette problématique de cette exploitation de son trafic de janvier à mars 2026. Et en plus, il y a un autre élément, c'est que en plus de cette exploitation détaillée, je trouve que pour moi, l'un des points juridiques qui sont peut-être les plus cruciaux, c'est la géolocalisation en temps réel. Parce que moi, aujourd'hui, je ne m'explique pas les raisons pour lesquelles, en fait, ils ont besoin de faire une réquisition auprès des opérateurs pour obtenir les données de janvier à mars, et que le jour de la garde à vue, on se retrouve avec une géolocalisation en temps réel qui ne fait pas figurer la question d'une demande et une réquisition qui aurait été faite directement auprès de l'opérateur. Et là, je pense que vraiment ça suggère en fait une collaboration entre services administratifs et judiciaires. Et moi, en tout cas, c'est vraiment le sens des démarches que je vais accomplir dans les prochains mois. Alors précisément, Vincent, il nous reste, allez, on va dire 3 minutes. Je suis désolé, mais on a un autre invité qui arrive. Enfin, ça se bouscule. On en est où exactement? Vous en êtes où exactement sur cette histoire de garde à vue, sur cette plainte? Est-ce que l'enquête est en cours ou est-ce qu'elle est classée? Qu'en est-il également des fuites? Est-ce que vous avez réussi à en savoir un petit peu plus? Je crois que les affaires internes les enquêtes internes au ministère de la Justice ont été classées. Quelles sont les suites, globalement, que vous allez donner à cette affaire? Et après, une question d'ordre plus philosophique, mais d'abord, factuellement, on en est où? Alors, les suites, sur la question de la violation du secret de l'enquête, il y a une enquête qui a été ouverte par le ministère de la Justice. Nous, on a également déposé plainte et nous souhaitons qu'une information judiciaire soit ouverte. Nous le demandons parce que j'estime, moi, qu'on ne peut pas confier cette enquête au parquet compte tenu de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a une partie de la procédure qui a été classée sans suite, c'est la procédure en lien avec les stupéfiants, mais pour l'autre, il y aura une audience en juillet concernant les faits d'apologie du terrorisme, et évidemment que j'entends à cette occasion soutenir l'illégalité de la flagrance et l'illégalité des mesures de localisation qui ont été prises à l'encontre de Rima Hassan. Et enfin, troisième temps,
en cours d'étude pour ce qui concerne le dernier temps de la géolocalisation en temps réel, de savoir en fait quelles initiatives on pourrait prendre. Enfin, il y a des vérifications qui sont en cours d'être faites par moi-même et par mon cabinet pour voir si, je veux dire, étant donné qu'il y a eu des évolutions évidemment extrêmement récentes, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, si on peut être catégorique sur le fait qu'en réalité on n'est pas du tout dans le judiciaire, mais on est dans l'administratif, et en fonction de la réponse que ça permettra, nous ménageons la possibilité de pouvoir déposer plainte, pourquoi pas pour des faits de violation de la vie privée de Rima Hassan, compte tenu du caractère parfaitement arbitraire et illégal de cette deuxième partie d'écoute, qui est aujourd'hui la partie d'écoute pour lesquelles on a le plus, encore une fois, d'interrogations, parce que la première, on est dans la géolocalisation, on est dans la surveillance, mais malheureusement, la seule voie qui, en temps réel, s'offre à nous, c'est la contestation de la légalité devant le tribunal correctionnel. Donc c'est un peu l'état. Et puis on attend aussi en fait de la part du Parlement européen qu'il réagisse. Parce que la présidence du Parlement européen a la possibilité aussi d'interpeller les autorités françaises sur ce qui est en fait un contournement de l'inviolabilité et un contournement de l'immunité. Parce que il y a juste un point, et pardon, je sais que ça se bouscule, mais que je veux vraiment mentionner, parce que c'est là où on voit que toutes les choses quand même sont, répondent à un séquençage. C'est que dès le début, en fait, encore une fois, il y a les auditions libres. Dès le début, les enquêteurs ont indiqué ce sont des auditions libres parce que inviolabilité, parce que immunité, par conséquent, nous ne pouvons pas placer en garde à vue. Subitement, alors même que ce sont des mêmes publications, on se retrouve avec une procédure de flagrance qui n'avait jamais été appliquée par le passé, et alors même que, par le passé, les signalements étaient tout aussi proches de l'application elle-même que dans ce dossier. Et ce qui interpelle aussi, c'est que on n'a jamais eu la moindre indication sur le fait que je précise les termes. Vous ayez eu, on n'a jamais eu la moindre indication sur les décisions prises par le parquet sur la dizaine de procédures qui étaient existantes, et notamment sur les procédures pour lesquelles il y avait eu des auditions libres depuis 2024 et pour lesquelles Rima Hassan s'était présentée. Et curieusement, le soir même du placement, de l'annonce du renvoi devant le tribunal de Rima Hassan, le parquet va aussi faire le choix de communiquer directement, sans même nous en aviser au préalable, du fait que 13 procédures ont été classées sans suite. Moi, je pense qu'en fait, ils ont voulu solder le contentieux Rima Hassan. Ça fait aujourd'hui que, en fait, tout le monde ne parle, personne ou presque ne parle de ces 13 décisions de classement sans suite intervenues pour des propos comparables, qui ont totalement, en fait, été effacés par cette annonce du renvoi devant le tribunal. Et quand on voit les fuites qui sont survenues par un garde à vue, quand on voit l'annonce des 13 classements sans suite le soir même, quand on voit le recours volontaire à une mesure de flagrance pour des propos pour lesquels c'était systématiquement des enquêtes préliminaires, moi je pense qu'en fait tout était tendu depuis le départ vers l'objectif qu'un procès puisse avoir lieu contre Rima Hassan. Et honnêtement, moi je trouve que c'est scandaleux et que cette seule chronologie en fait permet de voir ce que révèle en fait cette procédure, et permet de voir en fait l'intention qu'il y a derrière à l'encontre de Rima Hassan. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.